Bon, on a tous un type de fille, un type de jeu. On peut aimer les jeux stratégie, les jeux de combat, les jeux exigeants, les jeux compétitifs, les jeux de duel pourquoi pas, ou même les jeux originaux. Il est même possible que comme moi, vous aimiez les animations de combat avec les stickman, tu sais, les stick fights, voilà. Et bien, Yumi Hustle, c'est tout ça. Ce que vous voyez actuellement, c'est un match que j'ai pu faire avec quelqu'un dans le monde. Vous pouvez jouer avec le ninja, le cowboy, le magicien, le robot, ou même le mutant, mon préféré. Et chaque personnage a son petit charme. Et une fois que vous pensez avoir fait le tour, vous vous rendez compte qu'en fait il existe des centaines et des centaines de modes. Des modes qui rajoutent des personnages, des modes qui rendent le jeu plus beau, des packs de textures, bref, y'a de quoi faire. Si For Honor avait un fils en 2D avec les échecs, bah je pense que ça serait Yumi Hustle. On dirait que c'est super compliqué à jouer, non? Et si je vous disais qu'en réalité, c'est un jeu au tour par tour. Chaque tour, les deux joueurs choisissent leur prochaine action, et le prochain tour commence lorsque l'un des deux joueurs peut faire quelque chose. Comme c'est un jeu où chaque instant compte, on va beaucoup parler de nombre d'images, de nombre de frames, c'est un peu l'unité de mesure temporelle entre guillemets du jeu. Le gameplay fonctionne sur un système de prédiction, par exemple, là je suis à gauche et je peux décider de faire un coup d'épée. On voit ce qui se passera dans les prochaines images. On voit d'abord qu'effectivement mon personnage lui met un gros coup d'épée, puis on a différentes silhouettes transparentes qui nous décrivent où seront les personnages dans les images à venir. Par exemple, on sait que dans 10 images, je serai prêt à faire une nouvelle action. Pourquoi? Simplement parce que c'est marqué au-dessus de ma future tête, Ready in 10F, et 10F signifie 10 frames, donc prêt dans 10 images. Remarquez que mon personnage est vert à ce moment. On voit aussi qu'au même moment, mon adversaire est rouge. Ça veut dire qu'il sera stun, c'est-à-dire qu'il sera en incapacité de faire une action parce que je viendrai juste de le frapper quoi. Et sur lui c'est marqué Hit at 6F pour frapper dans 6 images. Naturellement ça veut dire que dans 6 images il se prendra mon coup. D'ailleurs quand quelqu'un est stun, la prédiction montre le moment où cette personne sera prête à faire une action et elle apparaît alors en orange. Et on voit du coup à ce moment-là où sera l'autre joueur. En bleu en bas il y a marqué Frame Advantage plus 13. Ça veut dire que on a 13 images d'avance par rapport à l'ennemi. Dans le sens où on aura 13 images pour faire ce qu'on voudra alors que lui sera encore stun. Si nous avait tapé avec un coup de nunchaku par exemple, le message aurait été rouge et non bleu, et on voit qu'on aurait eu 23 images de désavantage. On sent un peu le côté jeu d'échecs venir, parce qu'on va d'abord devoir anticiper les actions de l'ennemi, et agir en conséquent, et tout est contrable, chaque action a ses faiblesses. C'est exigeant et parfois tellement punitif, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est bon d'avoir prédit à la perfection l'action de l'autre, et de le punir comme il faut après. Le fait de prévoir à l'avance ce que va faire l'ennemi, on appelle ça la lecture de jeu, ou en anglais le reading. Et quand on fait une action qui met en désavantage l'ennemi parce qu'on savait ce qu'il allait faire, on appelle ça le punir. On le punit en fait pour être prévisible. Quand vous allez lancer votre première partie, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce HUD ?» Et oui, il y a beaucoup d'informations sur l'écran, et on va les passer en revue une par une pour mieux comprendre tout ça. D'abord, les deux grosses barres jaunes en haut de l'écran montrent la vie des deux joueurs. Et un peu en dessous, on a les ressources des joueurs. On a les Air Options, les Frequent Cells, une barre de ce qu'on appelle le Burst, et des niveaux de ce qu'on va appeler les Super. En bas de l'écran sont les options, les actions que les deux joueurs peuvent faire. Elles sont rangées par catégorie. On a les mouvements qui servent à se déplacer, dasher, sauter. Les attaques pour être offensifs, ça peut être des coups d'épée, des coups de poing, des coups de pied par exemple. Les spéciaux, qui sont des actions un peu plus exotiques et très propres au personnage que vous avez choisi. Par exemple, le cowboy pourra dégainer son pistolet ou même lancer son lasso. Ensuite on a les super. Ici sont les options qui consomment ou nécessitent certaines ressources pour être utilisées. Pour finir, on a les options de défense, comme un blocage ou une esquive, qui sont communes à tous les personnages. On remarque d'ailleurs que certaines attaques ont des paramètres, par exemple le move téléporte, qui nous téléporte forcément. On peut choisir en fait la distance de téléportation via un petit rond. Bon, le match vient de commencer, il faut attaquer, il faut se mouvoir, il faut tendre des pièges pour taper votre ennemi, et pour ça on dispose de plusieurs ressources. Les Air Options permettent de faire des mouvements dans les airs, comme les dash ou les doubles sauts, on les récupère en touchant le sol, donc c'est bien pratique pour le déplacement. On a aussi les Frequent Cells. Ils permettent d'interrompre la plupart des attaques alors qu'elles ne sont même pas finies. Ça permet de pas trop se mettre en danger ou de mettre en place une situation à votre avantage. On en a 2 au début du match et on ne peut pas en avoir plus que 2. Les deux joueurs les récupèrent si quelqu'un tape l'autre. Si vous tapez l'ennemi et qu'il bloque le coup, vous en gagnez un. On peut choisir de ne pas utiliser de Frequent Cells sur une attaque pour en économiser, mais c'est plutôt risqué quand même. Un usage pratique des Frequent Cells sont les 50-50. C'est lorsque vous attaquez quelqu'un avec une attaque annulable par Frequent Cell, et que dans une ou deux images par exemple, il sera touché. Il est alors forcé de bloquer, et alors à ce moment-là, vous pouvez prévoir qu'il va bloquer, et faire une attaque qui bat un blocage, par exemple un brise-garde. Et là, vous avez un coup de garantie. Et votre adversaire peut aussi prévoir que vous n'allez pas finir votre attaque, il peut alors ne pas bloquer et faire autre chose. Et si en plus il sait que vous allez faire un brise-garde, c'est assez évident d'ailleurs puisqu'on n'a pas beaucoup d'options pour battre un blocage, il peut vous punir pour ça. Et là, c'est vous qui êtes mal, et vous auriez mieux dû laisser votre coup partir. On voit bien pourquoi on appelle ça un 50-50, l'adversaire doit bloquer ou ne pas bloquer, il a en fait 50% de chance de faire le bon choix. En pratique, donc dans une partie, ça n'est jamais vraiment de la chance parce que c'est toujours deux humains qui se battent, donc ce qui s'est passé avant le match va peut-être définir ce qui va se passer après. Tout à l'heure, on a parlé des niveaux de super, et on obtient en tapant, en recevant des coups, en bloquant, en s'approchant de l'adversaire ou en attaquant, bref, un peu tout seul dans le match quoi. Par exemple, le move téléporte consomme un niveau de super. Bon, vous êtes concentré, vous annulez vos attaques avec vos Frequent Cells, vous essayez de lire l'ennemi, et paf, ça y est.
Vous avez réussi à mettre un coup à l'ennemi. Vous êtes en position pour le combo, c'est-à-dire lui asséner le plus de coups possible sans qu'il ne puisse réagir grâce à votre frame advantage. Pour éviter qu'il suffit de ne faire qu'un très long combo pour gagner une partie, il existe ce qu'on appelle le damage scaling. C'est une mécanique qui fait que plus vous tapez votre ennemi durant un combo, moins vous allez lui faire de dégâts, jusqu'à un minimum de 20% des dégâts envoyés. Il est alors judicieux de bien choisir ses coups et de parfois laisser tomber intentionnellement un combo pour ensuite préparer la suite. Jouons un peu défensif. Vous décidez de bloquer au même tour que l'ennemi vous attaque, vous subissez alors un petit peu de dégâts, ce qu'on appelle les chip damage, et on a la phrase block advantage quelque chose. Par exemple, là j'ai bloqué et je suis en block advantage -2, ça veut dire que quoi que je fasse, je vais d'abord prendre 2 images à me remettre du blocage, donc à ne rien faire. Donc je suis en léger désavantage. Le block advantage va dépendre de l'attaque faite. Parfois il peut arriver que l'attaquant soit en désavantage si on bloque son coup. Par exemple, un swipe du mutant a un block advantage de -1 ou -3 pour lui si on le bloque. Bon, supposons maintenant que vous sachiez que l'ennemi va faire ce coup nunchaku par exemple, vous tentez de lire votre adversaire. Vous pouvez alors bloquer en ayant sélectionné son attaque. S'il fait effectivement son coup nunchaku, vous auriez alors fait un blocage parfait, une parade, ou pari en anglais, c'est cette forme bleue qu'on voit apparaître. Faire une pari vous empêche de recevoir la dégâts de son attaque, donc pas de chip damage, ça vous rend prêt à l'instant où son attaque vous touche, et ça stun l'ennemi pour une durée égale à celle qu'il faudrait pour que lui il finisse entièrement son attaque. Donc c'est comme s'il avait pas utilisé de free cancel. À ce moment très précis seulement, l'adversaire ne peut rien faire pour éviter de se prendre un coup. Là, c'est alors clair, vous avez clairement l'avantage et un combo vous tend les bras. Ok, supposons que vous vous êtes planté, là vous êtes en train de vous prendre un combo. Que faire? Le petit rond bleu sur le bord de l'écran représente le DI, pour Directional Influence. Il va permettre d'influer sur la direction d'éjection des attaques que vous recevez. Il y a un multiplicateur d'ailleurs qui indique un peu la puissance de votre influence, un DI en x6, donc le maximum, c'est vraiment pas négligeable, alors qu'un DI en x1 l'est presque. L'ajuster durant un combo peut alors vous permettre d'en sortir, et ça peut également provoquer des situations désagréables pour votre adversaire comme des mauvais positionnements. Et la règle est simple, plus vous prenez cher, plus l'intensité de votre DI est forte. Nouveau cas, la situation est trop délicate et le combo que vous prenez peut être fatal ou vraiment embêtant. Il faut qu'il cesse tout de suite. Pour ça, vous avez le burst. C'est un peu un joker qui dit ok stop, on arrête tout. Si l'ennemi en fait est suffisamment proche de vous, le burst il va interrompre le combo et il va rendre le match neutral, c'est-à-dire que personne n'aura d'avantage. D'ailleurs, la situation du combat est affichée en haut de l'écran au milieu. Utiliser un burst consomme toute votre barre de burst qui se recharge lentement au fil du combat, donc c'est alors une ressource super précieuse à ne pas gaspiller. D'ailleurs, si jamais vous faites combo et que votre ennemi sait que vous allez burst, il peut également le prédire et donc le pari. Si votre burst est pari, le damage scaling repart de 85%, et c'est comme s'il recommençait son combo de 0. Donc vous prenez en fait l'équivalent de quasiment 2 combos pour le prix d'un, et en plus vous n'avez plus de burst pour le deuxième. Bref, vous êtes mal. Pour que vous compreniez un petit peu plus le principe de lecture, j'aimerais vous présenter un exemple de ce qu'on appelle un RPS, un Rock Paper Scissors, donc c'est un pierre feuille ciseaux ou papier feuille ciseaux, je m'en fiche. Ici, je suis à gauche et je suis collé à mon ennemi. J'ai 3 options et lui aussi. Attaquer, lancer ou sauter. Si j'attaque et que lui il me lance, il a l'avantage, mais s'il me lance, je peux sauter, et là c'est moi qui ai l'avantage. Mais s'il sait que je vais sauter, il peut attaquer, et là bah c'est lui qui m'a. Bon, vous l'avez compris, ça fait un cycle. Le lancer bat l'attaque, qui bat le saut, qui bat le lancer. Un vrai Shifumi. Ici, le RPS est appelé neutre, puisque si les deux joueurs prennent la même option, aucun d'eux n'a d'avantage. Donc ça c'est plutôt le cas général. Parfois le RPS aussi peut être biaisé dans le sens où un personnage peut avoir une option qui est en bas d'eux. On peut aussi considérer l'option de bloquer, qui va battre l'attaque si le blocage est en fait une pari, et qui se fait battre par le lancer, et qui est neutre avec le saut. Bon, vous l'avez compris, Yomi Soul c'est un jeu complet qui va vous faire sentir comme une tractopelle rouillée lorsque vous allez faire cette erreur. Cette erreur sous le coup de la pression lorsque vous allez vous faire lire, et c'est un jeu qui va vous féliciter à coup de shot de dopamine lorsque vous allez prédire le DI de votre ennemi, lorsque vous allez parier son burst, lorsqu'à la fin d'une partie intense vous allez discuter avec votre adversaire et en fait vous allez devenir copain avec lui, et après vous allez faire une revanche et vous allez vous faire atomiser. J'ai pas encore présenté toutes les options communes à tous les personnages pour essayer d'avoir une vidéo plutôt simple. Il y a encore à voir l'instant cancel, le whiff cancel par exemple, et il y a bien plus de mécaniques et de situations à voir, autant d'un point de vue général que sur différents personnages. C'est pourquoi j'aimerais bien faire une suite à cette vidéo pour tout simplement détailler certains points et présenter ces stratégies.